très seuls, mais ils sont très seuls comme un tas d'adultes aussi. Enfin, moi, parce que je travaille un petit peu dans le domaine, je sais que chaque personne qui souffre se sent très très seule. Et elle a beau savoir qu'on souffre ailleurs, notre souffrance est toujours incomprise, la plus importante, la plus totale. Les autres ne comptent pas tellement, à n'importe quel âge. On a toujours l'impression que notre douleur et la seule qui compte, elle est toute nouvelle, elle est qu'à nous et elle est immense. Quoi. Donc je ne suis pas sûre que ce soit propre aux adolescents, ce sentiment de solitude totale. Adulte, on peut peut-être avoir plus de facilité à la partager ou à consulter ou à... Enfin, non ? Je suis pas sûre. Il me semble qu'il y a une expression adolescente très particulière qu'on retrouve à d'autres âges, quand même assez spécifique de l'adolescence, qui est le journal intime, et qui, pour moi, traduit assez bien cette difficulté à communiquer aux autres. C'est-à-dire que finalement, la seule échappatoire, le seul exutoire possible, ça va être un journal adressé à soi-même. Un espèce de miroir dans lequel on... Et le journal est souvent offert par un adulte. Voilà. Yves, ce choix d'adolescents qui sont confrontés à des choix adultes rapidement, c'est une façon de les faire avancer plus vite C'est-à-dire, quand on écrit en tout cas quand moi je commence à écrire un livre, souvent je n'ai pas vraiment de projet précis, quoi. Donc je suis parti sur une envie de faire vivre des gens dans le noir. Et après, pour donner une cohérence, une vérité, un réalisme à ça, j'ai créé le contexte dont je parlais tout à l'heure. Et après, il y a la voix de celui qui raconte, ou là de ceux qui racontent, parce qu'ils sont plusieurs à raconter alternativement. Et après, le roman, il va se développer comme ça. Alors c'est sûr que le fait de les confronter à des choix d'adultes très jeunes, ça m'intéressait. Je voulais faire un roman justement pour ados, mais un roman pour plus mûr, quoi, voilà, avec vraiment des enjeux très forts, comme les enjeux de la sexualité, par exemple, qui arrivaient très très jeunes. On a une inversion complète par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, puisque les parents même encouragent leurs enfants à avoir de la sexualité très jeune, puisqu'ils veulent, c'est une question de survie, quoi. Donc ça m'intéressait aussi d'être dans ce genre de choses. Et après, c'est vrai que le livre, il se construit comme ça, parce que tous ces enjeux ont des cohérences les unes avec les autres. Voilà. Et puis, c'est comme un fil qu'on déroule, quoi. On peut justement en avoir un extrait ? Oui. Donc c'est une scène entre un narrateur qui s'appelle Lucin et sa copine qui s'appelle Firmi. Donc tout à l'heure je disais qu'ils vivaient dans le noir et donc le seul moyen de se voir, c'est qu'ils doivent fabriquer leur énergie eux-mêmes. Donc là ils ont des systèmes sous les pieds, par exemple quand ils marchent, un système de chenillettes qui frottent sur le sol et un système de dynamo pour pouvoir se déplacer. Un peu comme les baskets qui roulaient à un certain temps. Ça. Non, c'est pour qu'on comprenne la première phrase. En fait. Après m'avoir longuement embrassé, Firmi s'écarte, me prend les mains et frotte ses chenillettes en faisant du surplace. Elle est en mode éclairage. Elle aime me regarder quand on parle. Je l'imite. Comme les mécanismes sont assez bruyants, nous sommes obligés de bien articuler pour nous comprendre. Mes parents m'ont encore parlé de ce que tu sais, dit-elle d'un air grave. Et tu leur as dit quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise ? Que quand je regarde ma mère avec son regard triste et résigné, son corps épuisé qui pèse des tonnes, je me vois moi dans quelque temps, et ça me fait horreur. Arrête de parler de ta mère, tu es très différente. Tu n'as pas vu la photo de son mariage, on dirait moi aujourd'hui. Pour vous les gars, ce n'est rien. Vous ne changez pas. Nous, on devient autre chose quand on se met à faire des gosses. Et je n'en ai pas envie. Pendant plus de 15 ans, ma mère a enchaîné les grossesses pour finalement n'avoir que mes 2 frères et moi. Elle n'a jamais voulu me dire combien de petits sont morts dans ses bras, à peine sortis de son ventre. Et elle voudrait que je vive ça à mon tour. Dimanche, on ira au cinéma si tu veux. Elle ne répond pas, arrête de remuer ses jambes et se penche sur moi. Je la prends dans mes bras. Elle pleure doucement dans le noir et me murmure à l'oreille. C'est si dur, Lucin. Et si on partait ailleurs tous les deux ? Tu sais bien que ce n'est pas possible. Quand bien même ce serait permis, c'est partout le même enfer, sauf qu'ici, c'est chez nous. Ça te donne envie de ce chez eux. Alors, est-ce qu'on n'a pas, on n'a pas justement des adultes qui sont incapables de proposer une autre solution aux ados ? Est-ce que les ados sont pas ceux qui disent non, nous on va pas être dans la reproduction du modèle que vous nous proposez ? Nox, c'est vraiment un livre sur l'héritage, c'est-à-dire c'est vraiment la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'héritage de nos parents ? Comment on se définit par rapport à nos pères ? Là, c'est les pères qui sont très forts. Enfin,
très fort de manière assez différente. J'ai trois personnages, trois narrateurs avec un père qui est une sorte qui est une chef d'une milice locale ultra violente, raciste, etc. Et son fils, il est dans ce moule-là, il doit fonctionner comme son père, il est fasciné par son père, mais en même temps, voilà, il commence à se poser des tas de questions, à se demander si c'est bien la voie à suivre. Et en même temps, c'est la voie que la société lui a tracée, on doit suivre l'exemple de son père, on doit faire le même métier que son père. On n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on pourrait avoir envie de faire. La vie, elle dit, tu feras la même chose que ton père. Et c'est à chacun qui doit se poser comme ça, comment est-ce qu'on doit se définir par rapport à ses parents. Et j'ai un autre personnage qui a un père qui est très falot, qui prend pas position, qui est très en retrait. Et lui, il est dans les mêmes conflits, quoi. Cette image du père, il faut aussi qu'il s'en débarrasse. Lui aussi, il a envie de faire des choses. Et il y a une sorte de pression pour dire non, ne fais rien, ne sors pas du rang. Tu vois, la vie est plus facile quand on obéit, etc. C'est des modèles à dépasser, quoi. On est dans le tuer le père, forcément, à l'adolescence. Je sais, c'est là aussi très psychanalytique, mais... Il n'y a pas de mal, j'ai rien compris psychanalytique. Comme si... oui, enfin, pour moi, oui, ça relève de cet ordre-là. Oui. Souvent en fantaisie, on est sur un cliché de personnage qui est le personnage orphelin, qui n'a pas grand-chose à tuer, justement. C'est le propre des grands récits et la question, c'est marrant, c'est un débat ce matin, on a abordé cette question. La question de la filiation ou de son absence, c'est justement, elle est au cœur de tous ces grands récits. Moi, je citais comme exemple, je veux dire, moi je suis de la génération Star Wars, et Luke, je suis ton père. C'est quand même là, toute la clé est là, hein, de la trilogie, de la première, les autres oubliés. Mais oui, et oui. Soit on grandit par opposition, parce qu'on connaît son père, et alors, métaphoriquement ou pas, on le tue, parce qu'en plus, l'histoire, on peut être à l'histoire, si vous vous intéressez à certaines familles, on le tuait vraiment, le père, hein, quand il va s'en débarrasser pour monter sur le trône à sa place. Là, c'était pas psychanalytique. Et donc, où on le connaît et on s'en débarrasse d'une manière ou d'une autre, où on ne le connaît pas, et puis le moteur d'une intrigue, c'est finalement qui est-il, jusqu'à la révélation finale. Donc, c'est vieux comme les histoires, quoi. Élie, je vais lire un passage de votre cavalier rouge. Elle avait du chagrin, je le sais parce que ce sentiment se diffusait lentement en moi et qu'il ne venait pas de moi. Je me suis sentie minable, pire que son gâteau à la con. J'avais mordu une main qui voulait me caresser. J'étais vraiment mauvais. En même temps, je devais me ressaisir. J'aime pas les caresses. J'en demande pas, j'en fais pas. Qu'on me foute la paix. Alors, c'est ce que j'ai sorti, comme un dégueulis de méchanceté. J'aime pas les caresses, j'en demande pas, j'en fais pas. Tu m'as pris pour un caniche avec ton sucre ou quoi? Elle secouait la tête, prête à me répondre. Elle tenterait sûrement de me calmer avec sa douceur légendaire si gavante. J'allais pas lui faire ce plaisir. Pour qui elle se prenait, elle, à se pointer dans ma vie pépère avec ses bondieuseries prétentieuses? J'étais pas sa bonne action, du moins. Elle allait pas transformer mon futur crasseux en lendemain qui chante. J'étais bien, moi, dans ma misère prévisible. Tout était sous contrôle. J'avais pas besoin d'une fée marraine à la mort moelleux pour se pencher sur l'auge qui me servait de berceau et mettre des paillettes dans ma merde. Voilà. Là aussi, il y a un ado qui finalement, qui n'a pas tellement envie qu'on le tire de là où il est, qui n'a pas envie de changement. Mais en fait, c'est sa zone de contrôle. Donc on évolue tous dans notre monde et on le gère à peu près. L'inconnu fait peur, même si c'est pour connaître quelque chose de mieux. Voilà, on préfère souvent quelque chose de prévisible, même si c'est pas très satisfaisant, mais c'est nos univers respectifs et personnels. Personne n'a envie de se confronter à des choses inconnues. En plus, on peut avoir l'impression, quand on remet en cause le contexte dans lequel on vit, que c'est une remise en cause personnelle également. Et total, on n'a plus rien, on n'est plus rien. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la vague young adulte qui est très post-apocalyptique, dystopique? Est-ce que c'est un nouveau choix de proposer des ados dans des mondes explosés? Vos mondes sont plutôt des mondes qui fonctionnent. Est-ce qu'on est tous obligés d'être... Enfin, est-ce que c'est une façon différente de voir les choses que de proposer une fin de monde? Ça traduit une envie de changement, je pense, une envie d'autre chose, de nouveauté.
Une envie de changement dans une époque qui se prête moins aux utopies et au lendemain qui chante. Donc notre forme de changement, c'est la destruction. D'où ces livres apocalyptiques ou dystopiques, comme on dit aujourd'hui. Pour prendre un des plus fameux d'entre eux, Hunger Games, je pense que c'est aussi, là encore, des adolescents qui se révoltent contre la loi des adultes. Donc cette loi unique des sacrifices inspirée du Minotaure. Et c'est par les adolescents que vient la remise en cause, finalement, de cette société totalitaire. Vous vous sentez comme des personnes qui ont envie de remettre en cause par vos personnages? Est-ce que vous questionnez la société par vos personnages? Ouais, on pourrait dire ça un peu quand même. C'est-à-dire, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le projet de départ du livre, mais quand on écrit, on met des choses qui viennent de soi, donc on met aussi des valeurs auxquelles on croit. Moi, j'ai écrit une trilogie avant qui s'appelle Métaux, et Métaux, c'est vraiment... c'est des ados qui vont se retrouver avec la possibilité de reconstruire un monde. C'est-à-dire qu'ils ont un lieu géographique qui leur appartient, ils récupèrent un endroit à la fin, une île protégée, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent recréer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont créer? Au départ, ils ne savent pas trop parce qu'on ne les a pas du tout élevés dans une idée on les a élevés dans une sorte de dressage, de choses comme ça. Donc, ils sont violents, etc. Mais moi, j'avais cette ambition quand j'écrivais ça. Je me disais, mais voilà, je mets des ados dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on ferait de ce pouvoir finalement? Qu'est-ce qu'on ferait de ça? Et j'ai construit sur chacun des tomes. En fait, il y a comme un projet utopique, de vivre ensemble.